que le chômage est une chose voulue, c'est une attaque contre la France, et tout spécialement contre la France, puisque c'est un des 2 pays les plus touchés d'Europe, qui vise à détruire le tissu de ce pays. Et je parlais tout à l'heure de la déclaration d'Emmanuel Todd qui parle d'implosion de la croyance collective nationale, comme explication du drame de l'insécurité dans les banlieues et même dans les villes. Eh bien, il est évident que tant qu'on ne mettra pas le doigt sur les raisons de cette implosion de la croyance collective nationale, on dit le patriotisme, on ne saura pas pourquoi, si on ne met pas le doigt dessus. Absolument. Pourquoi il n'y a plus de patriotisme en France, à votre avis? Moi, j'ai mon idée. On n'a plus le droit de la dire, mais je pense que tout le monde peut la comprendre. Alors, un militant communiste a révélé que d'après un sondage fait par eux, en Seine-Saint-Denis, ça devait être celui dont vous parliez tout à l'heure, le front est largement devant eux. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, c'est ce que je dis depuis 92. Le Parti communiste à lui seul aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, c'est moins de 15% des voix. C'est moins de 15% des voix. Le Front National, c'est plus de 20% des voix. Et c'est une évolution. C'est croisé il y a bien longtemps. Le Parti communiste ne survit en Seine-Saint-Denis, et ça, je l'affirme, que par la double volonté du Parti socialiste qui en est la roue de secours et du RPR et de l'UDF qui ne l'a jamais combattu. À tel point que quand la ville d'Aulnay-sous-Bois est devenue RPR en 1983, par un hasard, il y avait eu fraude. Ce qui fait qu'on a rejoué cette élection municipale. Le RPR avait présenté le pire des candidats, de façon à ce que le RPR ne puisse jamais obtenir cette ville importante dans le dispositif, puisqu'il y a des grosses entreprises qui sont à Aulnay, notamment dans le secteur automobile. Et cette ville est tombée aux mains du RPR. C'était un hasard, personne ne le souhaitait, personne ne le voulait. Quant à Clichy-sous-Bois, quelques années plus tard, M. Raoult eut à choisir entre le candidat du Front National et le candidat du Parti communiste. Il appela à voter pour le candidat du Parti communiste. Il n'y a pas eu un exemple en Seine-Saint-Denis des dirigeants RPR-UDF choisissant un vote national plutôt qu'un vote marxiste ou stalinien. La monnaie unique et le traité d'Amsterdam seront-ils évoqués au cours de la campagne du Front National? Oui, bien sûr. Premièrement, parce que ce sont des thèmes importants. Nous menons campagne en Seine-Saint-Denis sur le thème non à l'euro, non à Maastricht, parce que, pour 2 raisons. Premièrement, pour une raison de principe, parce que le Front National y est opposé à cette Europe qui favorise à la fois le chômage et la misère. Le traité d'Amsterdam est une atteinte à la souveraineté nationale. L'euro est une atteinte à la souveraineté monétaire, donc forcément quand il n'y a plus de francs, il n'y a plus de France, donc tout cela mène à des atteintes à la souveraineté nationale. Et en ce qui concerne le traité d'Amsterdam, nous militons pour un référendum. Mais nous combattons aussi l'euro et Maastricht parce que le Parti communiste a des prétentions localement à vouloir faire ou faire croire qu'il lui aussi combat cette politique européenne. Or, Robert Hue a accepté l'idée de l'Europe telle que la conçoivent les socialistes, le RPR et l'UDF, une Europe mondialiste, et les ministres communistes du gouvernement sont des ministres qui sont là parce qu'ils acceptent ce à quoi tend le gouvernement. Et le gouvernement n'a qu'une seule volonté, on vient de le voir encore, puisque M. Jospin a déclaré, entre la politique qui doit nous mener à Maastricht et à l'euro, et la politique qui doit nous mener au réconfort des chômeurs, je choisis les critères de Maastricht. Les ministres du gouvernement communiste, les ministres communistes du gouvernement, restent et ne pipent pas un mot. Il y a donc là le fait que le Parti communiste est aujourd'hui parce que le marxisme, en fait, ne fonctionne plus, parce que tout cela, on le sait bien, a explosé, plus personne ne peut défendre cela. Le Parti communiste a aujourd'hui une vision mondialiste. Son internationalisme l'a amené à avoir une vision mondialiste. Il est comme les autres. Il n'apporte plus rien pour les travailleurs français. C'était le premier parti mondialiste, quand même. L'international communiste, c'est quand même... Oui, mais dans la notion, si vous voulez, j'entends qu'il y ait la double trahison des travailleurs. La première trahison a été historique, c'est quand ils ont fait le choix de l'immigration-invasion plutôt que de la défense des travailleurs français. Ça, c'est la première trahison historique. Aujourd'hui, ça les amène à vouloir plus de clandestins régularisés, etc. Là, il y a une première spirale. La seconde est d'accepter l'Europe technocratique, bureaucratique, fiscaliste que l'on nous impose et d'accepter, en fait, clairement, le pouvoir des lobbies. Il n'y a plus de résistance. Monsieur Robert Hue est un pion comme les autres d'un dispositif qui le dépasse. Le Parti communiste ne sert plus à rien.
à rien pour les travailleurs français. Et c'est pour ça qu'il était voué à disparaître. Il ne subsiste parce qu'il tient des villes, qu'il les tient de manière mafieuse, par la violence, par ses dictates. Mais dès qu'il disparaît d'une commune, eh bien, quand il faisait 52% en année X, 3 années plus tard, il tombe à 20%, et 6 années plus tard, il ne peut même plus être présent au second tour. Alors, il y a eu un sondage qui a eu lieu en Angleterre à propos de l'utilisation d'un produit qui s'appelle le dihydrogène monoxyde. On a donc interrogé les gens, les sondés sur le dihydrogène monoxyde en leur disant, voilà, le dihydrogène monoxyde, est-ce que vous savez ce que c'est? Les gens ont dit, bah non, c'est pas. On va vous le décrire. Donc c'est un produit qui est présent dans très très nombreuses manipulations chimiques, la quasi-totalité des manipulations chimiques. C'est un des composants principaux des pluies acides. C'est un produit qui est sujet à de nombreuses fuites et à de nombreuses infiltrations. C'est un produit qui est présent dans les tumeurs cancéreuses, dans pratiquement toutes les tumeurs cancéreuses. Et c'est un produit qui est mortel en cas d'inhalation forcée. Donc, nous vous posons la question, il y a un grand mouvement qui va se créer pour l'interdiction du dihydrogène monoxyde. Est-ce que vous êtes partisan de l'interdiction du dihydrogène monoxyde? Moi, je me suis amusé à poser la question autour de moi. J'ai 100%. Alors eux, ils ont eu 5% de gens qui ont percuté, et 76% en Angleterre, des gens qui ont dit qu'il faut absolument interdire tout de suite le dihydrogène monoxyde. C'est vrai que c'est épouvantable ce produit. J'ai posé la question autour de moi, j'ai 100% de réponses pour l'interdiction immédiate du dihydrogène monoxyde. Je vous signale que vous interdisez l'eau dans ce cas-là, car le dihydrogène monoxyde, 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, c'est tout simplement de l'eau. Et effectivement, l'eau, c'est présent dans de nombreuses manipulations chimiques, c'est un des composants principaux des pluies acides. Et pour cause, c'est sujet à des fuites et à des infiltrations, c'est présent dans toutes les tumeurs cancéreuses, puisque c'est présent dans le corps humain, et effectivement c'est mortel en cas d'inhalation. Donc voilà la démonstration qui a été faite pas plus tard qu'hier dans une émission très drôle d'Arte qui s'appelle Archimède, la démonstration qu'avec un sondage on peut véritablement faire dire n'importe quoi et tirer toutes les majorités qu'on veut. Or, quand vous pensez que les gens qui sont partisans de l'interdiction de l'eau sur la base d'une question posée de cette façon, sont des gens qu'on consulte sur le traité de Maastricht, que personne ne peut lire parce qu'il est écrit dans aucune langue connue. C'est quand même renversant. Alors quand on vient nous dire après on vit en démocratie, je dis qu'on se fout de nous. On n'est pas en démocratie parce qu'on fait voter les gens sur des sujets auxquels ils ne connaissent rien. Et la preuve qu'on n'est pas en démocratie, c'est qu'en ce moment on nous explique que les Kurdes sont les plus malheureux des hommes et qu'il faut les accueillir d'urgence. Alors il y a un auditeur qui m'envoie un mémorandum sur les revendications du peuple kurde qui est paru le 22 mars 1919, qui était signé du général Sherif Pacha, président de la délégation kurde à la conférence de la paix. Alors voilà ce que disait par exemple, le général Sherif Pacha dans ce texte, donc, qui était le représentant de cette nation dont on a véritablement besoin, qui est une chance pour l'Europe, et qui arrive par centaines et centaines en passant par l'Italie. Les Arméniens essaient ainsi que leurs défenseurs de prouver la justesse de leurs réclamations en s'appuyant. Il faut dire que c'était l'époque où les Arméniens disaient les fameux massacres, c'est bien sûr les Turcs, mais c'est essentiellement les Kurdes qui nous ont massacrés. En s'appuyant sur le fait que quelques milliers d'Arméniens habitaient le Kurdistan, c'est la raison pour laquelle on les avait chassés à coups de fusil. En réponse à ces prétentions, nous allons simplement recourir une fois encore au témoignage de Neutals, qui dit, les Arméniens, depuis les temps les plus anciens, ont toujours émigré dans les pays voisins. Pareil aux Juifs, ils ne s'occupent que d'entreprises commerciales et sont pour la plupart des banquiers. Les Kurdes ne cherchent nullement à nier que, guidés par leur instinct commercial, la minorité actuelle des Arméniens résidant en Kurdistan trouve un vaste champ de bénéfices dans ces contrées, et par pure intention d'exploiter les Kurdes, ils ont préféré une émigration volontaire vers le Kurdistan. Voilà ce qu'on pouvait lire de la part du général Sherif Pacha en 1921. Je signale la chose aux gens qui sont très très angoissés du sort d'une éventuelle agitation antisémitique ou d'une éventuelle ressucée de l'antisémitisme en France. En accueillant les Kurdes, ils se préparent des lendemains qui risquent de pas chanter une très belle chanson. Hein, voilà. C'est un des multiples exemples de la désinformation, du mensonge, de la manipulation et des trucages auxquels on est confronté de façon absolument quotidienne et de façon comme par un bombardement. Alors,
Eh bien, je vais donner la parole tout de suite à M. Viala, je vais l'interroger sur un point précis, mais avant, je voudrais encore vous donner un petit exemple qui est sujet à méditation. On a appris ce matin que le théâtre des Amandiers, qui n'est pas en Seine-Saint-Denis, mais qui est dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre, est épouvanté parce qu'on a réduit sa subvention. Et alors, ils se disent, vous vous rendez compte, c'est terrible, etc. Alors du coup, on a appris quelle subvention avait le Théâtre des Amandiers, et puis on a appris combien il y avait de place au Théâtre des Amandiers, on a appris combien il y avait de spectacles par an au Théâtre des Amandiers. Moi, j'ai pris une calculette, j'ai multiplié le nombre de places par le nombre de spectacles, et j'ai utilisé ça comme nombre diviseur de la subvention. Et j'ai découvert la chose suivante. Le Théâtre des Amandiers reçoit 38 millions de subventions par an pour 2400 places et 250 spectacles par an. Autrement dit, en supposant, ce qui est loin d'être le cas, que le Théâtre des Amandiers soit plein 24 heures sur 24. Enfin, là, tous les spectacles. Chaque spectateur du Théâtre des Amandiers reçoit en réalité, en subvention, de la part de la collectivité nationale, 64 francs au moment où il pose ses fesses sur le fauteuil du théâtre. Je vous signale, pour que vous ayez une petite référence qui est intéressante, c'est qu'en France, chaque érémiste qui se lève le matin, il reçoit de la part de la collectivité nationale au grand maximum 60 francs. Vous voyez ? Autrement dit, il vaut mieux être on touche plus de la collectivité nationale quand on va voir un spectacle au Théâtre des Amandiers que quand on est réduit par la politique de ce gouvernement et par la politique des gouvernements précédents, réduit à la misère. Voilà dans quel système on est. Est-ce que oui ou non, les Français vont se décider à en sortir de ce système, où des espèces d'histrions communistes ou communisants marxistoïdes touchent du fric à ne plus savoir qu'en faire pour monter des pièces que personne ne veut aller voir, et qui sont généralement des coups de rasoir en travers de la gorge pour tous les gens qui y vont. On donne de l'argent à ces gens-là, et on laisse crever de faim des gens qui n'ont même pas les moyens, à 60 francs par jour, de faire 2 repas. Enfin, c'est hallucinant, ce système. Donc, on parle du jeune Saïd B, puisqu'à l'époque, il était mineur au moment des fêtes, donc nous ne connaissons pas son nom, de nationalité marocaine. Ce jeune homme vole une moto, ce qui, dans notre société, nous semble être un acte banal, il faut l'admettre, sachant que certains de nos politiques n'hésitent pas à jouer les Arsène Lupin avec les fonds publics. Oui, c'est vrai que dans un pays où un homme politique peut voler plusieurs milliards, on ne voit pas pourquoi un gamin de banlieue volerait pas une moto. En tout cas, on va avoir du mal à lui expliquer que c'est mal. C'est mal, on est bien d'accord là-dessus. Donc il s'empare du 2 roues, et pas de chance pour ce brave jeune homme, il se fait prendre en chasse par la police. Naturellement, il ne répond pas aux injonctions, et il vient percuter un feu tricolore. Et il se tue. Alors, les médias s'emparent tout de suite de l'affaire à Noisy-le-Grand, parce que nous sommes donc dans ce contexte d'élection politique. Et puis, l'ensemble des médias s'interrogent, car on sait très bien que les journalistes... Il faut bien parler dans le micro, oui. Et il ne faut pas toucher le micro, parce qu'autrement... Sinon, on n'y arrive plus. Voilà. L'ensemble des médias donc s'interrogent. Ils sont tellement objectifs pour servir le pouvoir qu'ils s'inquiètent surtout de savoir, dans un premier temps, si en fait ce n'est pas le propriétaire de la moto qui est responsable pour ne pas avoir laissé son casque sur la moto. Attendez, non mais là vous plaisantez ou je vous êtes sérieux? pas. Il y a eu des articles dans la presse qui reprochaient au propriétaire de la moto... Ça a été à Noisy-le-Grand, en fait, les thèmes qui ont été retenus après la mort de ce jeune homme. Pourquoi y avait-il un feu tricolore à cet endroit? Pourquoi la police l'a-t-elle poursuivi? Et la famille de ce jeune homme a été jusqu'à accuser la compagnie de CRS qui était dans le véhicule pour poursuivre d'avoir tué le jeune homme sur place. Nous sommes donc dans un contexte qui est complètement aberrant. Sachant que ce jeune homme, et ça on n'en a pas parlé au départ, était connu des services de police. Il était, en date du 24 novembre, l'auteur d'un coup de couteau sur un enseignant. Ça n'a pas permis de faire comprendre aux gens que, en fait, le créateur avait rappelé près de lui quelqu'un qui était manifestement plus de notre société. Ça s'est passé, cette agression au couteau, s'était passé combien de temps avant le vol de la moto? C'était passé en novembre 91. Oui. Et la moto a été volée La moto a été dans la journée du 8 juin 95. Donc vous voyez, donc c'est un type qui était délibérément connu des services de police, et qui tout de suite, et c'est ça qui est extraordinaire, a été pris comme un symbole par la jeunesse de Noisy, la jeunesse des quartiers chauds.
Alors je trouve ça extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on valorise dès le départ des gens qui n'ont pas lieu d'être valorisés. Mais comment leur reprocher cette attitude et ces exactions quand on sait que certains politiques, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, ma foi, sont aussi coupables et vivent effectivement avec les deniers publics. Et ça, il y a dans notre système quelque chose qui aujourd'hui ne colle plus. C'est-à-dire qu'on devrait malheureusement faire en sorte que nos politiques soient des gens irréprochables. Et pour en arriver là, malheureusement, il faudrait remettre à plat tout le système qui existe. C'est-à-dire que la bande des 5, à mon avis, les 5 partis majoritaires, devraient, à mon avis, mettre la clé sous la porte et se rentrer dans des établissements de réadaptation où on peut éventuellement apprendre ce que c'est de nouveau la morale. Donc on peut dire que il n'y avait pas lieu de considérer pour un honnête citoyen que c'était quelque chose d'extraordinaire. On peut dire en fait que ce qui est grave, c'est que là on est confronté à la mort d'un jeune homme qui commet un délit, on le porte au nu, et là-dessus les journalistes, la télévision notamment, France 2 et France 3, viennent pour faire de l'audience. Alors naturellement ils interrogent tous les postulants à l'élection, les têtes de liste. Ils vont jusqu'à interroger le maire actuel, qui est aujourd'hui en charge des affaires de la ville, et qui, comme par hasard, ne sait toujours pas où en est l'enquête. Je trouve ça surprenant quand on est en fait responsable d'une ville comme... Quelle enquête? L'enquête de police, parce qu'à la suite donc de ces incidents, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes ont mis le feu à Noisy-le-Grand. Quand je dis le mis le feu, ils ont brûlé un gymnase, 25 millions de francs. Ils ont endommagé des banques, ils ont brûlé des voitures, ils ont cassé. Parce qu'ils estimaient devoir demander réparation. Réparation de quoi, je ne sais pas. Donc FR3 Antenne 2 pourchasse un peu les politiques. Donc le maire actuel laisse entendre que ce genre d'incident ne pouvait servir qu'au Front National. C'est bien connu, le Front National a en sous-main des jeunes voyous pour le servir au moment des élections. Voilà l'état d'esprit de nos journalistes. Le maire qui était en poste à l'époque, et qui ne l'est plus, qui s'est fait battre à la suite je dirais, ces incidents l'ont fait perdre, ils l'ont fait tomber, va jusqu'à dire, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Mais bon sang, quand on est dans une ville, on n'a pas besoin d'aller chercher la misère à l'extérieur, on l'a dans notre ville. Je veux dire, toutes les villes ont leur misère. Et journellement, ces incidents se produisent dans toutes les villes. Et ce ne sont pas les gens des banlieues d'à côté qui viennent, ce sont les gens qui sont sur place. Donc je pense que c'est là qu'on s'aperçoit que les politiques sont dépassés systématiquement quand ils ont affaire à ces événements. Et je trouve ça très regrettable. Comment réagissent les citoyens là, devant une situation? Là, on a été donc... Quand le matin ils se réveillent et qu'ils voient les vitrines cassées, le gymnase brûlé... Les gens sont atterrés, mais en fait, à la limite, ils finissent par prendre ça comme pas un fait normal. Ça finit par être banal. Parce qu'il s'est passé à la suite de l'incident, le lendemain ou surlendemain, naturellement, la famille a voulu réclamer des explications. Et la famille est partie à la tête d'un cortège de jeunes gens, multiraciales, n'ayons pas le peur des mots, et pour demander des questions, poser des questions au maire. Et alors, ce qui était quand même la cerise sur le gâteau, c'est que toute cette masse de jeunes, qui était quand même une masse houleuse, qui voulait en découdre quelque part, qui voulait, au nom même de leur principe, obtenir réparation, a été entourée par la police. C'est-à-dire que la police a escorté toute cette, excusez-moi, je ne veux pas dire racaille, mais enfin, toute cette bande de jeunes qui sont totalement incontrôlables par des gens qui voulaient pendre haut et court quelques heures et quelques jours avant. Au cas où, des citoyens, disons, normaux, auraient manifesté et fait une contre-manifestation en désapprouvant ce genre de défilé. Mais vous savez, récemment, on a appris que très probablement la foire du trône, cette année, n'aura pas lieu, parce qu'il semble que la mairie de Paris redoute des véritables émeutes provoquées par les banlieues qui descendraient à la foire du trône. Et le maire adjoint chargé de ça a dit aux représentants des forains que c'était de leur faute parce qu'ils n'avaient pas été capables d'assurer la sécurité sur le champ de foire. Or, il faut savoir qu'il y a 3 ans, il y a eu des incidents, un début d'incident sur le champ de foire, que les forains ont trouvé ça moyennement drôle, et comme les forains, c'est pas tout à fait encore
des collabos, ils ont pris des barres de fer et des manches de pioche, et ils sont allés mettre de l'ordre dans les allées de la foire du Trône. Si bien que les jeunes qui avaient attaqué les manèges ont été battus en retraite après avoir été littéralement massacrés, et ils se sont réfugiés, vous savez où? Ils se sont réfugiés dans le commissariat de police de la Fête, où on a fait venir des renforts pour les protéger. Donc, ce que vous racontez n'est pas exceptionnel. C'est de plus en plus souvent que la police, alors c'est quand même, c'est beaucoup demandé, on s'étonne qu'il y ait des suicides de policiers, mais c'est peut-être quand même beaucoup demandé à des policiers qui se font injurier, agresser à longueur de journée et de nuit par les bandes d'occupants des banlieues, de prendre leur défense quand des résistants français trouvent que la plaisanterie commence à durer un petit peu. Mais on est exactement dans la situation, on nous rebat les oreilles avec la France occupée, avec Vichy, etc. Moi, je suis désolé, mais on est dans la situation d'un pays occupé où une police de milice fait respecter l'ordre au détriment des résistants patriotes pour protéger les occupants. C'est exactement ce système. La municipalité communiste a débloqué 150 000 francs à la famille du jeune voleur de voiture à l'origine des émeutes. Et le policier en retraite qui a subi l'assaut de la voiture volée a été maintenu 2 mois en prison pour calmer les émeutiers. Et ben voilà. Il y a un policier qui vient d'être blessé par une voiture volée comme ça. Les médecins ont dit qu'il ne marcherait plus jamais. C'est un jeune policier, je crois qu'il a 27 ans. Et on nous signale aussi que sur la ligne de métro Ballard-Créteil, il y a inscrit partout les initiales du PKK. Oui, c'est le parti communiste kurde. Quant à Monsieur Hu, je ne l'ai pas invité, car pour moi, les communistes en France ne font pas partie du débat politique. Les communistes sont des dinosaures qui représentent, sur les complices objectifs du plus grand crime qui a été commis contre l'humanité. Dinosaures sanglants. Des dinosaures sanglants. Et par conséquent, mon honneur, qui s'appelle fidélité d'ailleurs, m'interdit catégoriquement de recevoir un communiste à ce micro, sinon pour faire repentance. Et donc je n'invite pas Monsieur. Une petite remarque, parce que Monsieur Hu a cru s'exonérer, et avec lui exonérer le Parti communiste de toute responsabilité, en disant qu'il avait désavoué Joseph Dougatchvili Staline. Mais je voudrais faire remarquer que les crimes communistes ont commencé bien avant Staline, d'abord avec Lénine, avec Trotsky, et beaucoup d'autres. On ne va pas parler de Dzerzhinsky et de gens comme ça, mais a aussi impliqué aussi bien Brejnev que Khrouchtchev. Le goulag a continué sous Malenkov, j'en passe, c'est probablement des pires. Et l'avion de la Korean Airlines a été abattu du temps de Monsieur Gorbatchev. Parfaitement. Par conséquent, tout le monde est dans le même sac. Bon, il y avait peut-être un petit peu moins de terrorisme sous Gorbatchev, mais tout de même, tout le régime communiste, et puis il ne s'est pas borné à Staline, le communisme. Il a compris les pays de l'Est. Il n'y a pas eu que l'Union soviétique. Il y a eu la Chine communiste, il y a eu le Vietnam communiste, il y a eu l'abominable Cambodge, etc., etc. Il y a encore Cuba, la Corée du Nord. Cuba, et puis bref, la Corée du Nord. Ce sont et tout le monde boit les paroles du même jardin. Comme la mode est à la repentance, il suffit que quelqu'un se couche, et alors on ne le reconnaît pas d'ailleurs parmi tous les autres, n'est-ce pas? Il suffit que quelqu'un se couche pour qu'immédiatement on le prend pour un évêque. Il faut que les Français aillent voter. Voilà, c'est la seule liberté qui leur reste. S'ils ne disent pas, au moins qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont on a résolu les problèmes du chômage, de l'immigration, de l'insécurité, du fiscalisme, de l'illettrisme, qui ne sont pas d'accord avec la corruption politique dans laquelle baigne toute la classe politique française, il y a une manière de le dire, une manière qui est efficace, c'est de voter Front National. Même si, puisque n'importe comment, le Front National n'aura pas la majorité. Alors ceux qui craindraient que le Front National ait peut-être la poigne un peu trop ferme, ceux-là n'ont pas de souci à se faire, puisque les chances que nous avons d'avoir la majorité absolue devront être reportées encore pour un certain temps dans l'avenir, et je le crains, après des événements gravissimes. On voit, cela dit, on voit ce qui est en train de se passer aux Indes, qui était totalement imprévisible il y a quelques années. Il y a encore 2 ou 3 ans, qui aurait pu imaginer que le Parti nationaliste indien allait arriver à la quasi-majorité absolue?
Oui, mais cette réaction sera celle de tous les pays du monde, de tous les peuples du monde, quand ils vont s'apercevoir que ce qu'on est en train de leur préparer avec le mondialisme, c'est le chaos, l'anarchie et donc la tyrannie des groupuscules les plus puissants et des requins les plus féroces. La nation est la protection des peuples. Les nations sont les cadres protecteurs avec ce que j'appellerais leurs sous-cadres, les cités, les professions, les métiers, la famille. Tout cela va en quelque sorte constituer un ensemble cohérent. Hein, et protecteur. Alors on nous dit, mais non, vous avez une maison, mais écoutez, il faut non seulement ouvrir les portes et les fenêtres, voyons, il faut démonter les portes et les fenêtres, il faut supprimer le toit, et là vous allez vivre en pleine nature, avec les oiseaux, les feuilles, les passants, qu'ils soient de bonne ou mauvaise qualité, vous vous ferez des relations. N'est-ce pas? Vous verrez des immigrés kurdes qui arriveront, qui bavarderont avec vous, qui rompront le pain qui vous reste, et puis qui, la nuit, le soir, bavarderont avec vous dans votre lit, de ce qui se passe chez eux, de ce qui se passe chez vous. Et après ça, vous vous donnerez la main, et puis vous ferez une grande ronde autour de la terre, et on s'aimera, ça sera merveilleux. Eh bien, c'est le programme, aussi bien de la gauche que de la droite. Et quand le Front National dit, oh là là, les enfants, tout doucement, doucement, regardez l'histoire de nos peuples, regardez ce qu'on fait ne serait-ce qu'au XXe siècle, les Français, vos grands-pères et vos pères, ou vos arrière-grands-pères, pour vous défendre un territoire, pour vous garder un patrimoine. Beaucoup sont morts, beaucoup ont souffert, beaucoup ont lutté pour ça. Et tous ces gens-là, et ceux qui les ont précédés au 19e, au 18e, au 17e, au 16e siècle, tous ces gens-là étaient des crétins qui n'avaient rien compris à la marche du monde. Mais enfin... Ce qui est tout à fait extravagant, c'est de voir les hommes politiques qui tiennent le discours que vous indiquez, c'est-à-dire le discours de l'anti-exclusion, de l'ouverture, de l'accueil, etc., qui en même temps continuent à célébrer imperturbablement le 8 mai, le 11 novembre, à nous dire que nos pères ont été des héros. Enfin, maintenant, on nous dit qu'ils étaient des salauds, mais en tout cas, on en parle. Ils auraient dû être encore plus dynamiques pour empêcher l'étranger d'entrer en France ou pour le faire sortir plus vite. Mais ça, c'était il y a 50 ans. Mais pour ça, il eût fallu préparer la guerre contre Hitler, et pour ça, il n'aurait pas fallu que ce soit la gauche qui soit au pouvoir en 1936. Mais si nous nous engagions sur ce terrain-là, mon Dieu, nous n'aurions pas assez de toute la nuit. Et ce qui nous intéresse, ce qui est plus important encore qu'on ne doive pas oublier les leçons du passé, toutes les leçons du passé, pas seulement la même leçon répétée indéfiniment tous les jours et à toute heure. Non, tout le passé. Et bien, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui attend les Français demain? L'émission de Carl Zero est à la télévision ce qu'est Charlie Hebdo sur le plan de la presse. Et il n'y aurait que demi-mal, parce qu'on n'est tout de même pas obligé de regarder Carl Zero dans ses pitoyables expressions. Mais tous les hommes politiques sont allés se traîner à ses pieds. Ouais. Alors qu'il se fout d'eux, il se moque d'eux. Mais on voit. Il les tourne en dérision. Et il termine en disant, alors on peut se tutoyer. On peut se tutoyer, Édouard. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est effrayant. Et Monsieur Balladur, et Monsieur Jospin, et Monsieur, je sais pas s'il y a été Jospin, je suis pas sûr. Non, mais Monsieur Chevènement, et tous ces gens-là sont allés se vautrer au pied de Monsieur Carl Zero. Des questions, Victoria? Oui, beaucoup. D'abord, une félicitation. Quand je vois et j'entends M. Gollnisch, cela me console d'appartenir au genre humain, car depuis quelques jours, ce que nous entendons à la télé, c'est l'égout à ciel ouvert. Merci beaucoup, mais il n'y a pas que des observations aussi aimables. J'en ai lu qu'il était moins, je répondrai aussi à celles qui le sont moins. Hier soir sur Europe 1, un auditeur favorable aux ententes avec le Front a été éconduit. C'est scandaleux, et c'est ce même journaliste qui dénonçait auparavant la démocratie en danger. Ah oui, ça m'étonne pas du tout de cette station, sur laquelle d'ailleurs, je crois, à 12h54 samedi dernier, j'ai été traité par M. Georges-Marc Benamou d'abominable nazi, paraît-il. Je ne l'ai pas entendu. Ça va permettre de mettre un peu de beurre dans les épinards, cette affaire-là, non?
Oui, je le pense. Oui, mon cher maître. Je vais envoyer du papier bleu à monsieur Benamou et à la station aussi. Oui. Que pensez-vous de la pitoyable démission de Jean-François Degnaud invoquant le rappel des accords de Munich? Oui, alors je l'ai dit hier justement en séance, les accords de Munich, c'est la gauche qui en parlait, c'était un radical de gauche qui parlait, n'est-ce pas, qui disait mais c'est Munich. Alors je lui ai rappelé que les accords de Munich avaient été signés par monsieur Daladier, qui était très exactement la figure emblématique du parti dont il était membre et qui est dans un gouvernement qui était celui de la Chambre de Front Populaire. Voilà. Je suis navré que M. Degnaud, que j'avais connu à l'Assemblée nationale, pour lequel j'avais une certaine estime, je dois dire, se livre à une attaque d'une telle bassesse et d'une telle stupidité. Je crois que je parle devant une sommité dans ce domaine, mais qui est aux côtés de laquelle je suis assis, mais par exemple la fameuse expérience de Pavlov, n'est-ce pas? Le chien de Pavlov, finalement, quand on vous dit l'expérience de Pavlov, ça a l'air très bête, hein, on lui apporte un beefsteak et il entend une sonnerie. Alors il mange, il salive, il mange le beefsteak, etc. Puis au bout de 10 ou 12 fois, quand il entend la sonnerie, il salive sans qu'il y ait de beefsteak. Finalement, ça a l'air très bête. Mais encore fallait-il l'avoir trouvé et puis en faire une utilisation intelligente. Et vous savez, le matraquage des mêmes mots, raciste, xénophobe, antisémite. Tiens, monsieur Chirac n'a pas dit antisémite. Oui, on peut s'interroger pourquoi d'ailleurs, sur les causes. Mais raciste, xénophobe, antisémite, et puis tous ces jeunes gens des écoles là, que leurs instituteurs ou leurs pédagogues emmènent de gauche, il en est de bons. Pas beaucoup, mais il en est de bons quand même, mais il y en a beaucoup de mauvais, malheureusement. Emmènent manifester et qui répètent comme des hallucinés, F comme fasciste, N comme nazi, F comme fasciste, N comme nazi. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Mais je crois que les manipulateurs sont tous sauf idiots. Ils sont atteints au lobe frontal, c'est clair. C'est clair. Dans le matraquage, le 23 mars, au téléphone sonne sur France Inter, Roland Quérol a dit qu'il n'y avait aucune différence entre le livre de M. Maigret et Mein Kampf d'Hitler. Et c'est probablement cela a été repris sur les ondes d'Europe 1 en particulier. Et c'est effrayant de voir à quel point, devant un bloc, qui est un bloc marxiste, tout simplement, qu'il appelle d'ailleurs Morsan, qui est constitué de prêtres ouvriers qui viennent, et qui, à l'évidence, ont été envoyés là pour faire exploser le système. Ils sont pas nombreux, ils sont d'une activité folle, ils se basent, alors, l'éternel système, sur la revendication des droits de l'homme, de la liberté individuelle, de la liberté de conscience, etc. Et très très vite, alors au début de l'année, c'est comme vous le disiez, un cimetière traditionnaliste, tiens, quel beau lapsus, un séminaire traditionnaliste. À la fin de l'année, c'est un séminaire de vocation. C'est un cimetière de vocation et un séminaire où la messe du dimanche n'est plus obligatoire. La messe du dimanche n'est pas obligatoire pour des gars qui veulent devenir prêtres. C'est ahurissant. Et on dit aux gens, vous devriez allez donc voir les messes ailleurs. Et on les oblige à aller au temple. Au temple protestant. On dit allez au temple protestant, allez voir comment ça se passe. Non seulement ni l'oraison, ni le chapelet, ni la messe quotidienne, ni les cours. Donc on est dans un séminaire où les cours sont facultatifs. Voilà. Je veux dire, c'est assez extraordinaire. Les cours sont facultatifs, on va ou on va pas. Il y a des notations très importantes. C'est par exemple que il est évident que dans une maison de formation religieuse, il faut un certain silence, un certain approfondissement. Même, comme dit le docteur Dickès, qui avait fait ses études de médecine, même pour des études profanes, il faut une qualité de formation. Or, là, les transistors, à la fin de l'année, hurlent partout. Et il entend des séminaristes qui rentrent à 3 heures du matin, après avoir été faire la fête. Enfin, vous voyez, donc, on est complètement, et ceci, alors que il rentre, il est pris. Si vous voulez, le livre se divise en 3 parties. Première partie où il décrit ce séminaire où il arrive et il est ébloui par la qualité de la liturgie, la qualité des professeurs, la qualité de la discipline, etc. Deuxième partie où c'est l'espèce d'effondrement jour après jour de tout ce à quoi il a cru et ce qu'il attendait. Et troisième partie, la débandade complète partout. Et notamment, il donne des chiffres impressionnants. Après cette première année, il sera donc dans ce qu'on appelle la cassette, qui est un foyer pour vocation recherche. Et quand il dit qu'il y avait 70 vocations en recherche et que 2 ont été ordonnées, c'est quand même un désastre complet. Pourquoi est-ce que la civilisation ancienne
nous paraît bien meilleur sur le fond que la civilisation aujourd'hui, parce que justement les élites avaient la bonne métaphysique, malgré leur péché. Louis XIV n'est pas un modèle. Mais quand Louis XIV écoute, c'est un épisode très typique du fond. Louis XIV écoute un prédicateur. Le prédicateur tonne de façon effrayante, et notamment sur l'adultère. C'est le sermon, je pense, sur l'adultère de David ou je sais pas quoi. Et à la sortie, les courtisans, c'est pourtant qu'il y a un système de courtisanerie qui n'est pas toujours très sain autour de Louis XIV. Courtisan dit à Louis XIV, vous avez entendu, sire, votre majesté, ce qu'a dit ce prédicateur, c'est scandaleux, enfin, vous voyez, etc. Et Louis XIV lui répond, ce qui est l'homme ancien. Le prédicateur a fait son devoir de prêcher la vérité, à nous de faire le nôtre. On sait qu'on est pécheur, faible, mais on sait qu'il y a la vérité. Maintenant, le péché est le bien. On parle énormément depuis quelque temps d'un film qui s'appelle Titanic. C'est un film qui vient d'être couronné par je sais pas combien d'Oscars à Hollywood. On a vu le spectacle du metteur en scène de ce film brandissant la statuette qu'il venait de recevoir, en écartant les bras et en criant devant toutes les télévisions du monde, puisque toutes les télévisions du monde étaient là, I am the king of the world, je suis le roi du monde. Bon. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un bond, j'ai dit voilà, l'affaire est signée, ce film est un acte satanique. Il faut savoir que dans ce film, on voit à un moment le héros, le jeune héros du film, qui mime à l'étrave du bateau une crucifixion, puisqu'il écarte les bras dans le vent, et il crie I am the king of the world, je suis le roi du monde. Avant cet événement, il était dans les entrailles du navire, enchaîné pour avoir tenté de vouloir venir dans les premières classes. Et c'est une femme qui va renier la foi jurée, puisqu'elle se défiancie en quelque sorte, par amour pour cet homme qui est dans les entrailles du navire, qui va venir et qui va lui enlever les menottes. La symbolique de tout ça, c'est effectivement le déchaînement de Satan qu'on va chercher dans les entrailles du monde et qu'on porte à la lumière pour en faire le roi du monde. Est-ce que c'est criminel, est-ce que c'est pécamineux de regarder un film avec cet œil-là, au lieu de regarder avec l'œil ahuri d'une jeune midinette en train de feuilleter le dernier numéro de Nous deux? Un film, c'est porteur d'un message, c'est porteur d'une vérité qui dépasse largement les volontés des auteurs. Et là, on voit très bien qu'il y avait une volonté avec le Titanic de faire comme avec le bateau, qui était un défi au ciel proclamé, puisque quand le bateau a appareillé, sur la coque du bateau, il y avait des phrases qui disaient plus fort que Dieu, jamais Dieu ne pourra nous faire couler, etc. Et le nom même du Titan, le Titan, qui est l'ennemi de Dieu. Donc le film a été fait comme une répétition du défi diabolique que constituait ce bateau. Et pour l'instant, à la différence du bateau qui a été coulé par un iceberg, le film, lui, il est couronné par l'iceberg du fric dans le monde. Oui, c'est le film qui va rapporter le plus d'argent de l'histoire du cinéma. Alors, c'est ce qui me fait dire, encore une fois, que alors ça a provoqué la colère d'une auditrice qui me dit, mais c'est pas vrai du tout ce que vous racontez, mais c'est peut-être moi qui suis aveugle, mais j'ai l'impression que le ciel est avare de signes en ce moment. Cinéma, il n'existe d'histoire d'amour que dans les débuts, dans les commencements. L'amour, c'est toujours un coup de foudre, c'est toujours une rupture avec... alors on quitte ses enfants, on quitte son métier, on quitte son mari, on quitte sa femme, etc. Bon, c'est la religion des débuts, la religion du coup de foudre. Alors qu'au contraire, dans l'Évangile, dans les noces de Cana, c'est à la fin qu'on boit le meilleur vin. Et on a bien l'impression que l'amour conjugal, il n'est finalement jamais si heureux qu'à la fin de l'amour plutôt qu'au début de l'amour. C'est le monde de la rupture, c'est le monde de la rupture systématique et non pas, et c'est précisément ce que refusent les modernes et qui est typique de cet anti-mystique moderne, c'est que l'amour, il est devant et pas derrière. Il se construit jour après jour, il a une fidélité. Dieu reproche fondamentalement au peuple d'Israël son infidélité. Il est évident que, je dirais, où est le véritable amour? Est-ce le coup de foudre ou est-ce les gens qui 50 ans, 60 ans ont cheminé ensemble et ont construit une famille? Le don est progressif. Voilà. La prédation est rapide.
Voilà. Et nous sommes actuellement, avec les mœurs modernes, en état de prédation. Nous voyons une personne, elle nous plaît, il faut immédiatement qu'on la possède. C'est ça, actuellement, que l'on voit s'étaler dans tous les écrans. C'est exactement le contraire de l'amour. Et ça, cette idée de la prédation généralisée, c'est vraiment ce qui ressort de votre... Oui, tout à fait. Tout à fait. Et qui se trouve effectivement, on est en train de manger l'autre au lieu de se donner à lui. Et d'autre part, le Liban, qui lui est occupé au nord par la Syrie et au sud par Israël, et sans que nos élites politiques ne semblent s'en formaliser plus que ça, puisqu'on va prochainement recevoir le chef de l'État syrien, qui est pourtant exactement, et pire encore, dans la situation du chef de l'État irakien. Moi, je voudrais qu'on m'explique logiquement comment on peut à la fois participer à des représailles terroristes contre l'Irak et recevoir comme un chef d'État le chef de l'État, enfin comme un chef d'État parfaitement acceptable et parfaitement honorable, le chef de l'État syrien. Donc, je vais demander d'une part au général Aoun de nous expliquer quelle est la situation actuelle de la population libanaise, et je demanderai à Jeannie Le Pen et à Son Altesse Royale le Prince de Bourg-en-Parme de nous dire ce qu'ils ont vu lors de leur voyage récent en Irak. Alors, si vous permettez, Général, je voudrais donner la parole à Jeannie Le Pen tout de suite, puisque elle est rentrée il y a très peu de temps d'Irak, et j'aimerais qu'elle vous raconte ce qu'elle a vu en Irak. On va essayer de ne pas pleurer, hein. Exceptionnellement. Très dur, Serge. Parce que le papier que j'ai lu, vous m'avez donné tout à l'heure, enfin que vous m'avez donné pas tout à l'heure, mais hier, où vous racontez ce voyage, vous racontez des choses qui sont tellement insupportables que même à la lecture, on a du mal à aller plus loin. Et j'aimerais qu'on vous entende. Vous n'allez pas me demander de le redire? Non, mais je voudrais que vous nous disiez ce que vous avez vu et quelle a été votre émotion. Et ensuite, je demanderai au général Aoun de nous dire si... Enfin, quelle est la situation du peuple libanais? Je sais qu'elle est différente de la situation du peuple irakien, mais je pense qu'il doit y avoir des points communs ou des parallèles. Mais je pense que Monseigneur de Bourg-en-Parme vous expliquera mieux que moi les tenants et les aboutissants de cet embargo et de cette situation dramatique. Moi, je vais me borner peut-être à en parler du point de vue humain. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Nos voyages sont finalement que des petits intermèdes dans ce malheur. Et nous avons découvert la même situation. Simplement, nous sommes offert la joie, vous nous donnez la joie, vous tous qui participez à notre action, d'aller toucher, si on peut dire, certaines parties de ce malheur, certains exemples précis, certains cas bouleversants particulièrement, et en ramener l'impression d'avoir fait quelque chose. Et c'est ça que vous vouliez, je pense, me faire dire. J'ai eu l'occasion, en faisant le rapport d'activité de ce voyage, de raconter l'après-midi terrible que nous avons passé dans une salle d'urgence d'un hôpital pédiatrique. Et je pense que c'est ça, Serge, que vous voulez dire. C'est que nous avons eu au milieu, habituellement nous amenons des grosses quantités de médicaments, comme cette fois-ci, 2 ou 3 tonnes pour nous c'est beaucoup, pour eux c'est une goutte d'eau, mais c'est quand même un grand espoir. Donc nous le faisons régulièrement pour leur donner cet espoir, pour qu'ils continuent à le garder. Mais nous ne voyons pas, nous amenons directement dans les hôpitaux, nous savons que tout est employé, très bien employé, mais rien n'est perdu, rien n'est égaré, rien n'est abandonné au hasard. Mais nous avons rarement l'occasion de voir le bénéfice de cette action, le bénéfice direct. Nous voyons que des enfants malades, nous ne les voyons jamais guéris. Et cette fois-ci, pour une fois, en passant par la salle des urgences de l'hôpital, je crois que c'était, n'est-ce pas, Six, l'hôpital Saddam Hussein, le grand hôpital Saddam Hussein, un énorme hôpital, nous avons vu 3 cas bouleversants que je raconte, dont une petite fille qui est morte devant nous, qui a revécu grâce à notre intervention, parce que par hasard, il se trouvait que nous avons couru assez vite pour aller chercher une pompe, une espèce de pompe. Je raconte ça, je connais mal les termes techniques, une pompe ventouse qui remet le cœur en route artificiellement, enfin mécaniquement, disons. Et cette petite fille a revécu pour quelques instants. On ne sait pas, nous n'avons pas su si elle a vécu d'une façon durable des semaines ensuite. Bon, nous sommes rentrés il y a 3 semaines et nous ne savons pas. Mais une autre petite fille est morte devant nous d'une méningite qui la faisait horriblement souffrir depuis plusieurs jours, et contre laquelle on n'avait pas ce qu'il fallait, devant un tel cas, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour la soigner. Donc ça, c'était le deuxième cas dramatique. Cette petite fille avait 9 ans et tout le monde autour d'elle et elle-même souffrait tellement que la vue en a été insupportable. Nous avions emmené un photographe
photographe qui a photographié le Liban, monsieur Aoun, qui est allé faire un reportage à Beyrouth et il a appelé son exposition de photos ensuite Architecture de guerre. Il a fait de magnifiques photos de ce pays malheureux aussi. Et il a voulu nous accompagner en Irak. Et ce grand garçon costaud et rude pleurait tellement qu'il n'a pas pu travailler pendant une demi-heure. Il ne pouvait pas fixer son objectif. Bon. Et le troisième cas, c'est peut-être ça qu'il faut que je raconte, il nous est arrivé, nous sommes tombés sur un cas particulièrement bouleversant. C'est un petit garçon qui venait d'arriver aux urgences, hémophile, avec une hémorragie interne incontrôlable, difficile à contrôler. Il leur fallait 10 doses d'un certain anticoagulant RC. Il en avait 3. Et les parents en étaient conscients. Ils couraient de partout. Ils savaient pas quoi demander, qui vraiment. Ils connaissaient pas les termes, ils ne connaissaient pas vraiment les médecins. Ils étaient là depuis 2 heures et on épongeait. On avait mis une petite canule pour que l'enfant ne s'étouffe pas. Arrêtez-moi si non, n'est-ce pas? Ils prenaient des morceaux de coton, ils épongeaient le coton, le sang coagulé, fermaient les lèvres. Enfin, par sa petite bouche, c'était insupportable. Alors, nous avons su qu'il n'avait pas cette dose d'anticoagulant essentiel. Et nous avons couru, si on peut dire, par une chaleur, je dois dire, terrible. C'était une course de vitesse éperdue de l'autre côté de la ville où on nous a donné l'adresse du centre de stockage sanguin et de ces produits extrêmement rares. Et avec notre carte d'action humanitaire, enfin d'association humanitaire, on nous a permis de pénétrer dans le sein des saints, et avec notre présidente Marie Lucent, qui est merveilleusement parle arabe et s'exprime beaucoup mieux que nous, elle a prié, insisté, expliqué, présenté des tas d'arguments, je cherchais le mot. En plus, elle a fini par donner son propre sang. Et pour avoir ces médicaments. Et finalement, ils lui ont dit, mais enfin, vous n'avez même pas l'ordonnance, vous savez pas de quel groupe sanguin. Notre hâte nous avait fait oublier même le groupe sanguin. De nouveau retour à l'hôpital, course à nouveau. Vous voyez comme nous sommes néophytes, plein de bonne volonté, mais néophytes, et en tout cas en médecine. Et nous sommes retournés, aller-retour, tout le monde dans les voitures en train de s'époumoner. Et puis finalement, on a eu le groupe sanguin, l'ordonnance. On a retrouvé dans cette salle d'urgence cacophonique un médecin qui a bien voulu rechercher le cas, parce qu'ils en ont tant et tant, ils sont tellement débordés. Nous sommes retournés au centre de transfusion sanguine, et là, nous avons eu, Marie a obtenu, avec nos encouragements de la voix, parce que nous n'y pouvons rien, nous ne savons même pas nous exprimer, elle a obtenu, encore que beaucoup parlent anglais, mais un assez mauvais anglais dans cet endroit-là, elle a obtenu les poches d'anticoagulants, et tout d'un coup, elle dit, mais le sang. Ah non, mais le sang, il n'était pas question, nous en manquons. Et j'imagine, n'est-ce pas, je ne sais pas, j'imagine que la population est trop exsangue, peut-on dire, et faible, pour peut-être avoir tout le sang qu'il faut, et les quantités qu'il leur faut. Ils doivent garder ça pour les urgences, les amputations, les accidents sur la route, je ne sais pas. Et ils ne voulaient pas donner de sang. Alors Marie a été extraordinaire, elle a dit, comment vous n'avez pas de sang, mais prenez mon sang, vous en voulez une poche, je ne sais pas combien contient une poche de sang de transfusé. 250 grammes, 300 grammes, 500 grammes. Elle dit, prenez cette quantité, donnez-moi le groupe sanguin qu'il faut, et vous aurez en quantité le mien, donc voilà les spécificités. Et elle a obtenu cette poche de sang, ça a été extraordinaire, un triomphe, voilà. On l'a porté sous les bras littéralement, on était arrivés à l'hôpital en courant, il était très très tard, et les parents émerveillés ont pris le sang et nous sommes partis, ne voulant pas savoir vraiment le détail, car on craignait le pire, on craignait même qu'on nous dise il est trop tard. Et 3 jours après, au retour de Mossoul, on n'avons pas pu résister au plaisir de faire le détour par l'hôpital et l'enfant était sauvé. Alors ça, c'est le grand bonheur que nous avons, et que les gens qui nous aident n'ont pas, car ils sont à Paris et nous sommes sur place. En réalité, nous voyons depuis quelque temps, bien avant l'enclenchement des circonstances qui ont amené ce drame, une certaine volonté de réduire un pays qui était en train de se développer de façon assez remarquable, que ce soit sur le plan de l'efficacité médicale, de l'efficacité de l'instruction publique, un réseau de 17 universités de premier niveau, un réseau de cliniques et d'hôpitaux de tout à fait bonne et grande qualité, de première qualité du Proche-Orient. Vous savez, je crois que cette fatalité, si on peut s'exprimer ainsi, provient d'une stratégie. Et cette stratégie me paraît être la suivante, ou avoir été la suivante. Pendant une quarantaine d'années à peu près, depuis la guerre jusqu'à maintenant,
La politique des États-Unis vis-à-vis du Proche-Orient et du Moyen-Orient a été assez régulière, assez logique à longue distance, dans le cadre de leurs intérêts bien entendu, mais assez régulière. Le département d'État avait une sorte de logique dans sa stratégie et dans sa tactique. Et puis brusquement, tout change. En réalité, je crois que le département d'État avait depuis 30 ans au moins été sous une double influence contradictoire qui lui permettait de maintenir un certain équilibre. Il y avait deux lobbies qui se contredisaient et qui décidaient de la conduite des opérations. Ces deux lobbies, l'un était naturellement un lobby que nous connaissons tous et l'autre était le lobby pétrolier. C'était des intérêts contradictoires, un équilibre s'était formé. À partir du moment où, dans les années 80, un peu plus tard, les deux intérêts ne sont plus contradictoires mais parallèles, le drame commence à se pratiquer, si je peux dire, à se démontrer. En réalité, les États-Unis décident à un moment donné de réduire leur propre production du pétrole. Qui dit produire moins, dit importer plus. Qui dit importer plus, dit importer le moins cher possible. Qui dit importer le moins cher possible, dit s'adresser à deux types de pays producteurs, les pays producteurs avec population, les pays producteurs sans population. Je parle naturellement sous le contrôle du général qui me dira les erreurs que j'ai pu commettre dans cette analyse. Les pays producteurs sans population, c'est une question de susceptibilité. Avec l'émir local, on peut toujours s'arranger. C'est beaucoup plus difficile avec des pays producteurs avec une importante population qui sont obligés de se responsabiliser pour celle-ci. Ainsi, l'Iran et l'Irak étaient les deux seuls pays du Proche-Orient avec beaucoup de pétrole, mais aussi avec une importante population. Il fallait donc réduire la capacité de résistance de ces deux pays, et c'est le déclenchement de la guerre, non pas de la guerre du Golfe, mais de la guerre irano-irakienne, qui durera 7 ans, sauf erreur de ma part, épuisera complètement ces deux pays. Et la victoire de l'Irak sera une victoire à la Pyrrhus. L'Irak sort gagnant mais épuisé de cette guerre et immédiatement on se retourne contre le gagnant en obligeant ce pays qui était déjà épuisé encore une fois et par la guerre et par l'installation d'un lourd réseau encore une fois universitaire et clinique à payer les dettes qu'il avait dû engager pour prolonger cette guerre. Et au moment où on l'oblige à payer ses dettes, on décide l'OPEP de réduire le prix du baril, c'est-à-dire on empêche l'Irak de pouvoir payer ses mêmes dettes. On engage donc l'Irak dans une situation de suicide ou d'étranglement. L'affaire du Koweït se déclenche parce que le Koweït, il ne faut pas l'oublier, a été une partie de l'Irak autrefois. Pour les Irakiens, le Koweït, c'est l'Alsace-Lorraine pour la France d'avant 14. Et voilà que ce Koweït essaye d'exiger un certain nombre d'évolutions de ses dettes dans le plus bref délai, en même temps, bien entendu, qu'elle participe à la décision de réduire le prix du baril. Nous connaissons ce qui est arrivé. La préoccupation du président Saddam Hussein tout de même de rentrer dans une opération de pénétration militaire. Il convoque l'ambassadrice des États-Unis, lui demande quelle sera la réaction de Washington. Elle répond que Washington ne bougera pas. Il rentre au Koweït pour pouvoir, disons, trouver une solution à cet étranglement. Le 2 août, il me semble. Le 5 août, il retire déjà la moitié de ses troupes, prouvant cela sa bonne volonté, demandant seulement qu'aucun pays arabe ne condamne son geste. Malheureusement, à ce moment-là, l'Égypte, financée très lourdement, et le président Moubarak en particulier par les États-Unis, condamne le geste officiellement devant la Ligue arabe. Et c'est le déclenchement d'une opération que nous connaissons tous par la suite. Je crois qu'on a voulu assassiner véritablement ce pays et qu'on veut continuer à l'assassiner à travers un génocide permanent qui est provoqué naturellement par l'embargo. Madame Le Pen a dit admirablement le drame que cela peut présenter à travers une population qui est véritablement liquidée par son enfance. Particulièrement, nous avons presque 1 million d'enfants qui est mort depuis le début de l'embargo. 980 000, je crois, 990 000. Pour une population de 22 millions d'habitants. 22 millions. Alors c'est véritablement un génocide calculé, voulu,
est maintenu, face auquel nous sommes apparemment très, très impuissants. Le rôle des SOS Enfants d'Irak, sous la présence de Madame Le Pen et de Madame Dussan, est tout de même extraordinaire parce que je ne l'ai fait que les rejoindre, mais je dois dire qu'ils ont réussi en 2 ans et demi à apporter 20 tonnes de médicaments, 5 ambulances, c'est pas si mal. Vous-même, en tant que témoin qui a participé à ce dernier voyage, est-ce que vous considérez que ce que vous avez vu est comparable à d'autres situations que vous avez pu connaître lors de vos voyages à travers le monde? Non, j'ai connu 2 autres pays sous embargo, Cuba et un tout petit peu Haïti. Haïti connaît effectivement une pauvreté très grave, très dramatique, mais rien ne peut se comparer à ce que j'ai pu voir en Irak, en aucune façon. Il y a tout de même des capacités indirectes de survie à cet embargo. J'en ai même connu dans un pays assez peu réputé, si je peux dire, qui est l'Abkhazie. C'est un nouvel État indépendant à partir de du déclenchement en Géorgie, à la province du nord de la Géorgie, le déclenchement d'une opération il y a 5 ans d'indépendance provoquée par les Russes. Et il y a ce nouveau petit pays, l'Abkhazie, capitale Soukoumi, a un chef d'État d'ailleurs d'une grande culture qui s'appelle M. Arzimba, mais il est victime d'un certain embargo lui aussi. On ne peut absolument pas comparer ni le haïtien, ni l'embargo abkhaze, ni l'embargo libyen, car il y a aussi un embargo en Libye, à celui dont est victime ce peuple. C'est un drame pour chacun de ces pays, ce n'est pas un génocide. Dans le cas irakien, c'est bien un génocide. Le problème a commencé au début des années 70, avant bien 75-76, quand il y a eu cette décision de déstabiliser le Liban pour implanter les Palestiniens au Liban et trouver là à corriger le crime qui a été commis sur le Palestinien par un autre crime commis sur le Libanais. Et à ce moment-là, on a mis le paquet pour déstabiliser le Liban. Le confessionnalisme libanais ne pouvait pas être seul la responsable, ou plutôt dégénérer en une guerre civile, comme on a dit. La guerre au Liban n'a jamais été civile, n'a jamais été entre chrétiens. Ça a été toujours entre patriotes et collabos. Et puis ensuite, les collabos étaient une minorité. Maintenant, si on voit le financement, la décision de la guerre, les ressources humaines et en provision, tout ça, ça vient de l'étranger. Et donc même la décision de la guerre, comment ça a été arrêté là, après le Taïf? D'un claquement de doigts, tout est terminé, puis ensuite on a dit que la paix est retournée au Liban, alors que c'était l'occupation totale du pays. Donc ça, ce n'est qu'un épisode, ou plutôt un acte d'une tragédie qui a commencé bien avant l'accrochement qu'il y a eu entre l'armée et Samir Jaja. Vous évoquiez tout à l'heure l'origine du drame libanais. Est-ce que vous mettez la responsabilité, est-ce que vous faites porter la responsabilité de l'explosion uniquement aux affrontements au Liban entre le peuple libanais et ce qui était une puissance occupante, qui étaient les Palestiniens? Il faut reconnaître que c'était une puissance occupante. Est-ce que vous croyez que c'est uniquement à ce niveau-là que ça se passe, ou est-ce qu'il y a une responsabilité déjà des puissances occidentales, selon vous, à cette époque-là? Donc, disons oui, puisque certains, ils ont accepté par le silence complice que ce fait se déroule sur le territoire libanais. Parce que, vous savez, à l'origine, c'était les Palestiniens armés et qui étaient appuyés par la Syrie pour l'armement et les provisions. Donc, c'était dans une première phase, il fallait déstabiliser le Liban pour avoir le prétexte d'y entrer. Une fois le Liban, une fois déstabilisé, ce sont les Syriens qui sont entrés dans le pays. Voilà ce qu'on appelle actuellement la stratégie indirecte. Puisqu'on ne peut pas faire la guerre directement, il faut créer le prétexte. Et puis ensuite, ça a duré puisque les patriotes libanais n'avaient pas le droit à la parole. C'était simplement une manipulation médiatique. On parlait dans le monde entier d'une guerre civile, tout le monde parlait de la guerre civile, alors que la guerre se faisait certainement avec la participation de certains collabos libanais, et je ne nie pas la responsabilité. Mais eux
eux seuls ne pouvaient pas faire cette guerre. Ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas les moyens matériels et ils n'ont pas aussi la puissance d'arrêter ou de reprendre la guerre comme ça se faisait. Tout se faisait sur ordre pour faire perdurer une certaine crise afin de résoudre d'autres problèmes au Moyen-Orient. Donc le Liban, un si petit pays dans le monde, avec le plus grand problème du siècle, le problème palestinien, avec la puissance financière du pétrodollar et l'acceptation de certains amis dans le monde de déstabiliser ce pays. Tout ça, ça a fait la guerre. Maintenant, si vous me donnez 10 milliards, je peux déstabiliser n'importe quelle moyenne puissance, puisque dans tout pays, il y a des faiblesses. Si on met ça en valeur, puis ensuite si on alimente une guerre civile, on peut réussir à déstabiliser un pays. C'est ça la vérité de la guerre. Maintenant, si on s'attarde trop sur les détails, qui a tiré sur qui, ça c'est pour noyer le passant, en fin de compte. C'est pas la guerre. Aujourd'hui, il revendique ouvertement, de façon quasi officielle, le leadership mondial, comme on dit maintenant. Il y a eu un papier dans, je ne sais plus quel grand journal américain, je ne sais pas si c'est le New York Times, il y a quelques jours, disant si vous voulez un leadership mondial, à qui préférez-vous qu'il soit confié, aux États-Unis ou à la France? C'est une façon comique de poser la question, bien entendu. Et ça voulait dire, au fond, si vous n'acceptez pas d'être sous la tutelle américaine, vous serez sous la tutelle de n'importe qui, de n'importe quoi. Donc, c'est écrit par quelqu'un qui est considéré comme le porte-parole de la Maison-Blanche, sinon officiel, du moins officieux. Donc il y a maintenant une espèce d'accélération du processus de prise du pouvoir mondial par les Américains. On le voit encore avec Clinton en Chine. Quand vous parlez d'arabisation, vous parlez donc d'islamisation d'une certaine manière, parce qu'il y a des Arabes chrétiens. Or, c'est pas ça qui fait problème, comme on dit. On a l'impression qu'on veut éradiquer le christianisme de ces régions-là, et pas seulement de ces régions-là. On est en train de l'éradiquer d'Europe avec des méthodes qu'on connaît, qui sont le pourrissement moral, et on a l'impression qu'on veut l'éradiquer d'Orient et du Proche-Orient avec d'autres méthodes. Alors, est-ce que vous croyez est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ça, au fond, qui fait problème, encore une fois? Est-ce que c'est pas le fait que le Liban soit chrétien et qu'il y ait en Irak des minorités chrétiennes respectées et protégées? Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on veut absolument détruire ces régimes, détruire ces pays pour obtenir que le christianisme soit supprimé ou éradiqué? Tout à fait. Définitivement, vous êtes convaincu qu'un Liban multiconfessionnel est viable? Mais à condition qu'on laisse les Libanais se réunir entre eux. Actuellement, il est interdit aux Libanais de se retrouver seuls autour d'une table ronde. Maintenant, le Liban est en train d'être de plus en plus confessionnalisé. Confessionnalisé par le régime en place, par les Syriens. Parce que les Libanais n'ont pas le droit de se contacter. Ils doivent, s'ils ont des plaintes, se référer à la Syrie, et c'est la Syrie qui règle le problème. Et il faut que la Syrie est en train de jouer aux pompiers pyromanes. Et elle allume le feu pour qu'on lui fasse appel d'éteindre ce feu-là et perpétuer son séjour au Liban. Et les Libanais ont pu, bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup de filles libanaises qui s'appellent non pas Jeanne, mais Jeanne d'Arc. Ils mettent le nom de famille et on continue. Jeanne d'Arc est devenue presque un prénom au Liban, de même que Saint-Louis.